David Salas-Simélia, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Après avoir compris les grands enjeux du dérèglement climatique et leur impact sur le fait et la nécessité absolue que nous avons de nous adapter, nous allons maintenant nous plonger sur un aspect moins connu, mais tout aussi important, qui est la modélisation climatique derrière, qui nous permet ensuite de tirer les conclusions que nous avons pu présenter, que le professeur Vautard a pu nous présenter ce matin. Donc, je vous remercie, David, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes le responsable du groupe de météorologie de grande échelle et climat, GMGEC, au sein du Centre national de recherche météorologique de Météo France et du CNRS, dont les principaux objectifs sont d'étudier le climat et le changement climatique, ainsi que la composition chimique de l'atmosphère, notamment à travers le développement et la mise en œuvre de modèles. Vos recherches portent principalement sur la compréhension du rôle et de l'évolution des glaces marines au sein du système climatique. À ce titre, vous avez notamment créé et développé un modèle représentant l'évolution de la banquise antarctique et arctique. Nous en reparlerons peut-être lors de votre exposé. Mais sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci Hélène pour l'introduction. Bonjour à tous et à tous, hein, merci d'être présents. Donc je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement ça devrait être correct selon les essais précédents. Est-ce que vous confirmez? Oui? Alors, pour le moment, on ne voit rien. L'écran est noir. Il fonctionnait très bien il y a 5 minutes. Ah, l'écran est noir cette fois-ci. Bon, alors, Peut-être euh, que si vous réessayez de partager. ouais, je vais recommencer. Oui. Ah, c'est dommage. Alors, hop. Voilà, là normalement, est-ce que vous voyez mon Voilà. écran? Ouais. Là, nous voyons votre C'est pas écran. noir, donc je vais tenter le mode présentation cette fois-ci. Ça fonctionne. Parfait. Très bien. Donc voilà, je vais vous parler de modèles climatiques, hein. Alors à la fois les modèles d'échelle globale, donc qui sont notamment utilisés par le GIEC pour ses évaluations, mais aussi des modèles à échelle plus fine, hein, qui couvrent une partie du monde, notamment des zones d'intérêt comme, comme la France. Euh, alors voilà, donc tout part en fait de ce qu'on veut modéliser. Alors déjà au plan global, hein, donc quand on veut modéliser quelque chose d'une manière générale, on observe, hein, ce qu'on veut modéliser. Et là, en l'occurrence, c'est le système climatique terrestre, hein, rien de moins. Alors, je ne vais pas dire dans toute sa complexité, mais en tout cas essayer de capturer le bon niveau de complexité pour les utilisations qu'on veut faire derrière de notre modèle. Alors, ce système climatique terrestre, on peut commencer par l'atmosphère, hein, et sa composition en gaz à effet de serre, donc qui, avec la vapeur d'eau, vont être responsables du gaz de l'effet de serre terrestre. Des nuages, bon, différents facteurs qui peuvent jouer sur le climat, également des particules, hein, des aérosols. Euh, alors on a aussi bien sûr l'hydrosphère. Alors l'hydrosphère qui regroupe à la fois les océans, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eau souterraines, les surfaces continentales. Alors les surfaces continentales qui sont un milieu assez complexe à modéliser parce que les surfaces continentales sont très hétérogènes, elles sont multiples. On peut avoir des parties qui sont modifiées par l'action humaine, notamment pour les cultures. On a des routes, on a des zones urbanisées, on a des forêts aussi qui peuvent être gérées par l'humain ou pas. Et en parlant de forêt, eh bien, ce qu'on met aussi dans le système climatique, en tout cas dans cette définition du GIEC, c'est l'ensemble de la végétation et même l'ensemble du vivant, hein, y compris les animaux, parce que le vivant, d'une manière générale, va échanger de l'eau, va échanger de l'énergie, des gaz à effet de serre,
et même va échanger aussi du mouvement, hein, va interagir par exemple avec le vent. Hein. Quand on pense au vent qui souffle sur les forêts, ça va avoir un rôle de frottement sur l'atmosphère. Donc ça, le vivant et même ses déchets rentrent dans le système climatique. Voilà, donc maintenant, la tâche du modélisateur ou de la modélisatrice, c'est de représenter tout ça au mieux. Mais bon, je vais y venir un tout petit peu plus tard. Hein. Ici, l'objet, hein, notre objet au départ en tant que modélisateur, c'est de reproduire le climat, ses variations, ses évolutions. Donc, on utilise un modèle hein, ici à gauche. Donc, ici, c'est le modèle du CNRM qui est co-développé avec le CERFAX, donc les deux institutions étant à Toulouse. Et comme l'a dit Robert tout à l'heure, en observant le système réel, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de facteurs, donc nous on va appeler ça des forçages climatiques, qui vont agir sur le climat, qui vont conditionner dans une certaine mesure sa variabilité et son évolution. Donc les gaz à effet de serre, évidemment. Alors, notamment, hein, une grande partie des gaz à effet de serre, c'est le CO2, mais il y a aussi le méthane, il y a aussi l'oxyde nitreux, et bien d'autres. Et si on parle du CO2, par exemple, 90% des émissions de CO2, c'est l'utilisation des énergies fossiles, la production de béton, mais on a aussi juste en dessous les changements d'usage des terres. Donc actuellement, 10% des émissions de CO2 qui sont liées à ces processus-là. On a aussi des émissions de particules. Alors c'est ce qu'on voit tout en bas à gauche. Alors ça peut être de la suie, ça peut être des particules sulfatées. Alors, ça peut être d'origine humaine, mais ça peut être aussi d'origine naturelle. Et puis, comme l'a dit Robert, hein, les variations solaires, les éruptions volcaniques qui peuvent intervenir ponctuellement sur le climat. Et aussi, alors là, je l'ai mis entre parenthèses, les paramètres astronomiques, les paramètres donc, qui conditionnent notamment la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc ça va jouer, mais sur des échelles de temps plus longues que celles qu'on va discuter aujourd'hui. Donc des échelles au moins de l'ordre du millier ou plutôt même de la dizaine de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années pour l'aplatissement de l'orbite terrestre décrite autour du Soleil. Alors ça, je le mentionne pour mémoire parce qu'en fait, c'est juste pour glisser ici que si on règle les paramètres astronomiques aux bonnes valeurs, alors avec d'autres ajustements des modèles, mais assez minimes finalement par rapport à des simulations du climat présent ou du climat futur, eh ben, on est capable de représenter des climats anciens comme le climat du dernier âge glaciaire ou le climat de la période qui a précédé de la dernière période interglaciaire, il y a à peu près 120 000 ans. Et donc une fois qu'on a nos modèles, qu'on a tous nos facteurs qui peuvent jouer sur le climat, en conjuguant tout ça, on est capable de faire des simulations d'évolution du climat. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus, pas trop, hein, mais un petit peu dans le détail de ce qu'est un modèle, du contenu d'un modèle. Donc ça, c'est le modèle du CNRM CERFAX. Alors, les trois grandes composantes sont encore ici. Hein, donc l'atmosphère. Alors, vous voyez que dans la boîte atmosphérique, on a une petite partie là qui est indiquée réprobus, c'est de la chimie tridimensionnelle hein, de l'atmosphère, mais dans la stratosphère. Donc, c'est la chimie de l'ozone. En fait, c'est pour représenter le trou de l'ozone. Et aussi les variations de l'ozone d'une manière générale, parce que l'ozone va interagir avec le climat, hein, avec notamment la température, avec la circulation atmosphérique, hein, c'est-à-dire les vents en altitude, et ça peut avoir un impact un peu plus bas dans l'atmosphère. On a aussi l'océan. Alors l'océan, traditionnellement, on dit que c'est l'océan bleu, blanc, vert. Donc l'océan bleu pour la partie physique, enfin l'océan vraiment lui-même, l'eau salée et avec une certaine composition. On a l'océan blanc, donc qui est la banquise, c'est-à-dire la glace qui se forme par congélation de la surface de l'océan dans les régions polaires. À pas confondre avec les icebergs qui se détachent des calottes glaciaires qui recouvrent des parties continentales comme l'Antarctique et le Groenland, donc qui font quelques kilomètres d'épaisseur. Ces icebergs, ensuite, qui font plus que quelques centaines de mètres d'épaisseur en général, peuvent dériver pendant un certain temps sur l'océan, donc à ne pas confondre avec la glace de mer, hein, qui est vraiment une glace légèrement salée qui se forme à partir de l'océan lui-même et qui ne fait
au maximum que quelques mètres d'épaisseur. Et pour la partie verte de l'océan, ben verte parce qu'en fait, on a notamment une représentation de la chlorophylle qui, avec des processus purement physiques, va être responsable de l'absorption de CO2. Il faut savoir que les océans absorbent à peu près un quart des émissions de CO2 de l'humanité. Mais bon, il n'y a pas que la chlorophylle, il y a aussi une représentation assez aboutie de la chimie dans certains modèles. Et enfin, ben, on a les surfaces continentales dont je parlais tout à l'heure, donc avec une certaine complexité, avec une représentation des lacs, une représentation des forêts, même une représentation des feuilles qui poussent au printemps dans l'hémisphère nord, et en tout cas la saison de printanière pour un peu partout sur la planète, et qui tombent ensuite à l'automne et qui s'accumulent sur le sol pour former de la litière, voilà, puis de l'humus. On a une représentation des villes, on a une représentation de l'hydrologie, du manteau neigeux, on a une représentation aussi de l'arrachement de poussière désertique lorsque le vent souffle sur les déserts, eh bien, on peut avoir des particules donc, de sable qui sont arrachées et qui vont être transportées dans l'atmosphère et modifier, moduler légèrement le climat en différents endroits. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans le système. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de système Terre. Alors par définition, en fait, un modèle est un modèle de système Terre lorsqu'il a une représentation du cycle du carbone. Donc j'ai déjà parlé du CO2 absorbé par l'océan, mais ce type de modèle dans ce type de modèle, on peut émettre du CO2, donc en lien avec les activités humaines. Donc une partie va être absorbée par les océans, une partie va être absorbée par la végétation, les feuilles, comme j'indiquais tout à l'heure, la croissance de la végétation. Une partie va être stockée sur les continents et une partie, donc à peu près entre 45 et 48%, va résider dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un modèle de système Terre avec une certaine complexité. Donc ce modèle actuellement a une résolution qui est de l'ordre de 100 km à peu près. Et pour aller un petit peu plus en détail sur ce qu'est un modèle de ce type, je vous dis 100 km. Alors 100 km, c'est la taille de ce qu'on appelle les mailles. Donc tout modèle de ce type a un maillage, c'est-à-dire qu'on définit un domaine et on définit sur ce domaine des petites boîtes. Alors à la fois sur la dimension horizontale et sur la dimension verticale. Alors là, pour information, dans notre modèle actuellement, on a 91 couches atmosphériques et 75 dans l'atmosphère. Donc au total, côté atmosphère, on a à peu près 3 millions de mailles sur les trois dimensions et 8 millions de mailles dans l'océan. Et donc sur toutes ces mailles, en fait, on résout des équations. Ces modèles, alors océan et atmosphère, ces modèles ont ce qu'on appelle un cœur dynamique. C'est-à-dire qu'on résout les équations de la mécanique des fluides pour représenter les vents, l'écoulement atmosphérique d'une manière générale, mais on a aussi des contraintes, c'est-à-dire que le modèle ne doit pas créer d'énergie, il ne doit pas créer d'eau, il ne doit pas créer d'air, il doit conserver tout ça, c'est une contrainte forte. Mais tout n'est pas résolu par ce type d'équations, des équations qui sont connues depuis très très longtemps. On a aussi des phénomènes qu'on n'est pas capable de résoudre explicitement dans des mailles qui ont une taille d'environ 100 km. Et donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle des paramétrisations parce que, voilà, disons, on ne les représente pas explicitement. Ce qu'on voudrait finalement représenter, c'est soit leurs statistiques de ces phénomènes, soit en fait leur effet sur le climat. Et alors, dernier point, dernier étage à l'édifice, les équations, toutes ces paramétrisations, en fait, il faut des méthodes numériques pour résoudre les équations. Donc, on voit là, en fait, que déjà entre les paramétrisations, mais j'y reviendrai juste après, et les méthodes numériques, en fait, on peut faire différents choix. Et ça va expliquer qu'on a des modèles qui peuvent, par exemple, réagir de manière différenciée à des évolutions du CO2. Alors maintenant, comment on fait une simulation atmosphérique pour terminer, un peu tant que j'ai le maillage sous les yeux et un peu le squelette d'un modèle. Donc, je vous ai indiqué qu'on a au total environ 11 millions de mailles océaniques et atmosphériques.
Mais on découpe aussi le temps en petits bouts, en petites séquences. C'est-à-dire que pour essayer d'évaluer le climat de 2100, en fait, ça peut paraître un peu étonnant, mais on part 2850. On fait un peu comme ça s'est produit pour le système réel. Donc là, par convention, on part généralement du 1er janvier 1850, qui correspond finalement à une époque où les perturbations humaines sur le climat étaient encore relativement négligeables. Donc on part du 1er janvier 1850 à minuit, et puis ensuite les modèles vont procéder par saut de puce. Alors pour simplifier, donc à peu près toutes les demi-heures, à partir d'un état initial atmosphérique des continents, des océans, on remet à jour notre état. Et donc on calcule l'état à minuit et demi, à 1 heure du matin. Les modèles vont échanger des données, hein, c'est ce qu'on appelle donc le couplage. Et on repart ensuite 1 heure et demie, 2 heures du matin, etc. Et on fait ça par saut de puce, sur tout le passé, donc en intégrant des observations de gaz à effet de serre, de tout ce qui peut agir sur le climat. Et pour le futur, eh bien, on se donne des scénarios et on procède ainsi jusqu'en 2100. Et une fois qu'on a nos états toutes les demi-heures jusqu'en 2100, eh ben, on est capable de faire des statistiques sur des périodes plus longues et de parler du climat futur sur les 20 dernières années de 2100 du 21e siècle, par exemple, comme je vais le faire rapidement tout à l'heure. Alors maintenant, pour vous donner un exemple de façon dont les modélisateurs vont représenter une composante, donc là, pas tout à fait au hasard, je vais parler de la banquise ou glace de mer, donc pour rappel, celle qui se forme par congélation de la surface marine. Alors la banquise, ça ressemble à ça, hein, c'est-à-dire, alors ça peut ressembler à ça, parce qu'on peut avoir différents états de la banquise, mais là, c'est une banquise qui est fracturée, hein. Vous voyez beaucoup d'éléments de formes diverses, plus ou moins petits. Vous avez aussi, à côté des éléments de banquise, vous avez des zones où on n'a pratiquement pas de banquise. Et donc, vous imaginez que si on a une maille qui est de l'ordre de 100 km, il faut être capable de faire des choix. Évidemment, là, on n'est pas capable de représenter explicitement chaque morceau de banquise qu'on a ici. Et donc, on peut procéder de façon simplifiée, dire par exemple, il y a une région au sein de cette maille de 100 km où on n'a pas de banquise, et puis une région où on en a d'épaisseurs diverses. Et disons, plutôt que soit on se donne finalement des statistiques, le modèle peut représenter ça, il peut représenter un nombre de morceaux de banquise, ou alors une fraction, un pourcentage de notre maille de 100 km où il y a une banquise de telle épaisseur, une autre banquise de telle autre épaisseur, etc. Alors pour visualiser un petit peu, ça peut donner ça. Donc ça, c'est un modèle, nouveau modèle de banquise récemment publié, donc avec les différents processus qui sont pris en compte. Donc vous voyez ici, on a plusieurs blocs de banquise, hein, c'est ce qu'on appelle un modèle multicatégorie. Catégories d'épaisseur. Alors pourquoi des catégories d'épaisseur? Parce que en fait, plus la banquise est épaisse, moins elle va conduire le froid ou la chaleur, hein, si on veut. Et donc, voilà, on peut représenter la banquise ainsi. Alors sur la banquise, on peut avoir un manteau neigeux, hein. Lorsque la neige tombe sur la banquise, elle va s'accumuler et ça va faire un manteau neigeux d'une certaine épaisseur. Et la neige conduit beaucoup moins bien la chaleur que la banquise. Et puis l'été, ce qui peut se produire, c'est que, enfin, souvent, en particulier en Arctique, on peut avoir des mares de fonte qui se forment à la surface de la banquise et donc qui vont changer la couleur de la banquise. Elle va être moins blanche, elle va devenir plutôt bleue, un petit peu comme des petites piscines. Et donc, elle ne va pas absorber le rayonnement solaire de la même façon que de la banquise sans mare de fonte dessus. Et complexité supplémentaire, à la fin de l'été, lorsqu'il se remet à faire froid, sur les mares de fonte qui surmontent la banquise, on peut avoir du regel, c'est-à-dire une petite couche de glace qui se forme en surface de la mare de fonte sur la banquise. On prend en compte les vents, parce que cette banquise en plus va bouger, en plus d'échanger de la chaleur, de l'eau et du sel avec l'océan. Et on a aussi les courants océaniques en dessous qui vont agir.
Voilà, donc ça, en général, c'est souvent comme ça qu'est représenté un modèle de banquise, mais on peut même y ajouter des algues, hein, des représentations de la vie qui vont interagir sur le cycle du carbone dans les régions où on a de la banquise. Alors maintenant, vous pourriez me dire, mais bon, ces modèles, est-ce qu'ils sont évalués par rapport à des observations, etc. Mais la réponse est oui, hein. C'est-à-dire que on met en place des modèles plus ou moins aboutis, on les couple, mais on les vérifie, on les éprouve énormément, on les fait tourner très longtemps avant de faire des exercices de simulation internationale notamment. Là, en fait, c'est pour vous montrer une, euh, une métrique, hein, mais on en utilise des dizaines d'autres hein, pour évaluer nos modèles, mais c'est une métrique qui est facilement appréhendable. Donc, c'est une évaluation de la manière dont nos modèles couplés, climat, océan, atmosphère, représentent la température près de la surface, hein, à 2 mètres d'altitude au-dessus de la surface. Et donc, tout à gauche du graphique, c'est la première version qu'on a développée au CNRM. La toute première a été développée au CERFAX. Donc, celle-ci a été développée autour du début des années 2000. Et donc, vous avez à chaque fois 3 barres. Donc, vous avez l'erreur typique globale. Alors, c'est une métrique de type RMS hein, pour les personnes qui connaissent. Et donc, vous voyez qu'en global, la barre rouge, on avait une erreur typique d'à peu près 2,5 degrés, mais qui était assez équivalente sur les continents en vert et sur les océans en bleu. Donc, génération suivante, bon, on a bien progressé sur l'océan. Hein. Vous voyez que la barre en bleu est devenue plus petite, hein, l'erreur a diminué. Par contre, ça s'est dégradé sur les océans, sur les continents. Mais en moyenne globale, bon, tout ça s'est amélioré évidemment par une pondération. Alors ensuite, ça s'est encore amélioré sur les océans en 2011. Donc c'est le modèle CNRM-CM5 qu'on a utilisé pour le 5e rapport du GIEC. Par contre, ça s'était encore un tout petit peu dégradé sur les continents. Et la dernière version, donc, qui a été créée à la fin des années 2010, ben, on a à la fois encore une légère progression sur les océans, une diminution de l'erreur et aussi enfin une diminution de l'erreur sur les continents et donc une diminution de l'erreur globale. Donc en 2011, en fait, on avait tout simplement le modèle dans le monde hein, qui était le moins biaisé au CNRM. Bon, en fait, les autres ont progressé un petit peu plus rapidement en 2019, hein, mais on reste quand même un très très bon modèle. Alors maintenant, nous disposons d'un modèle et donc nous participons régulièrement à des exercices d'intercomparaison de modèles climatiques. Donc là, je vous présente hein, rapidement le dernier, donc celui qui a servi de support au 6e rapport du GIEC. Donc c'est le modèle CEMIPSIS, le projet d'intercomparaison internationale CEMIPSIS. Donc c'est un programme mondial du Programme mondial de recherche sur le climat. 21 exercices d'intercomparaison, différents volets ont été définis, donc répondant à 3 questions scientifiques majeures. La première question, c'est comment les modèles, en fait, et donc potentiellement le climat, hein, si les modèles étant évalués, comment le climat répond aux différents facteurs. Est-ce que comment les différents modèles répondent à l'évolution du CO2, par exemple? Est-ce que certains modèles chauffent plus ou moins? Comment répondent-ils à d'autres facteurs? On compare aussi les erreurs des modèles, hein. Il y a cette dimension d'évaluation, d'intercomparaison. Et puis, on fait aussi des simulations qui permettent d'évaluer les variations du climat, dans quelle mesure le climat est prévisible, même à des échelles de temps relativement courtes de quelques années à 10 ans. Et bien sûr, hein, c'est souvent ce qui est attendu, notamment de la part des gouvernements et de beaucoup d'acteurs. Quelles sont les évolutions climatiques futures simulées par les modèles? Et donc, vous voyez autour différentes questions qui se greffent. Et donc, plus de 50 groupes de modélisation du climat ont participé au dernier exercice CEMIPSIS, dont le CNRM-CERFAX
et l'IPSL, que représentait notamment Robert Votard tout à l'heure. Alors pour vous représenter un petit peu ce que ça veut dire de participer à CMIM6, pour le dernier exercice, donc on a réalisé 43 000 ans de simulation, donc pas seulement quelques décennies jusqu'en 2100, fois quelques scénarios, peut-être des simulations passées. On a fait beaucoup de simulations pour éprouver nos modèles et pour mieux comprendre certains processus climatiques. Il aura fallu pour ça 365 millions d'heures de calcul sur les calculateurs Bull de Météo France, qui sont parmi les plus puissants de France. On a généré environ 2,5 pétaoctets de données, donc 2,5 millions de gigaoctets, pour vous donner une idée. Et voilà, on a eu une belle production scientifique, une belle valorisation de cet effort. Et évidemment, toutes ces simulations-là ont été largement reprises par les rapports du GIEC. Alors voilà, donc là, je découpe une figure du GIEC pour vous représenter un petit peu finalement lorsqu'on fait un ensemble de simulations. Alors ici, avec une cinquantaine de modèles qui ont été pris en compte pour la partie passée. Alors la partie passée court en réalité de 1850 à 2014, mais là, ce qui est représenté, c'est juste 1950-2014. Donc vous avez la simulation historique ici. Donc avec une référence à gauche qui est par rapport au climat moyen de 1995-2014 et à droite par rapport, en gros, on va dire, au pré-industriel. Donc c'est une référence traditionnelle du GIEC par rapport à 1850-1900. Ça donne une idée finalement, on peut dire que c'est un peu le même référentiel que pour l'accord de Paris. Il y aura une longue discussion autour de ça, mais voilà, quand à droite vous voyez 0, c'est pas de changement par rapport au pré-industriel. 2 degrés ou 1,5 degré, on peut dire que c'est les fameux objectifs de l'accord de Paris. Alors, on commence par faire tourner avec 11 modèles. Ici, c'est ce qui est représenté. Donc, le scénario, alors c'est un peu compliqué, SSP1 1.9. Donc, SSP1, c'est une famille de scénarios dits du développement durable, d'une forte coopération internationale entre les différents pays, entre les différents États, et qui amène à une très forte baisse des émissions mondiales de CO2. Donc les émissions mondiales de CO2 deviennent nulles en net vers 2050, c'est-à-dire qu'on retire de l'atmosphère autant que les émissions résiduelles en 2050. Donc ça devient neutre en 2050, et ensuite les émissions deviennent négatives en net. Et donc comme on n'émet plus en net à partir de 2050, le climat a tendance à se stabiliser, même si on regarde ici la moyenne des 11 modèles, la température diminue très légèrement. Ça, c'est un scénario un petit peu moins favorable. Alors, on est toujours dans la famille SSP1, mais cette fois-ci, c'est juste une forte baisse des émissions de CO2. Alors, elles deviennent quand même nulles en 2070. Et donc, vous voyez là que le réchauffement, à terme, se stabilise à environ 2 degrés. Donc, c'est encore un type de scénario réalisé par 30 modèles qui est compatible avec les accords de Paris. Et là, ici, vous avez pour ce scénario-là, fait avec 30 modèles, l'incertitude des modèles. Donc, vous voyez qu'elle est quand même assez large. Ça fait 1,5 degré à peu près d'incertitude, donc qui est lié simplement au fait que on a des choix de modélisation qui sont différents d'un modèle à l'autre. Alors ensuite, Robert en parlait, la poursuite des tendances actuelles. Les émissions de CO2 se stabilisent d'ici à 2050, doucement, puis diminuent quand même assez fortement, pour être divisé par 4 à peu près par rapport à actuellement. C'est-à-dire on tombe à 10 milliards de tonnes de CO2 contre 40 actuellement. Donc c'est la courbe en orange que vous voyez. Alors ensuite, beaucoup moins favorable, des fortes augmentations des émissions de CO2 jusqu'en 2100 avec un changement de température qui dépasse les 4 degrés en moyenne pour les 26 modèles considérés à cet horizon-là. Et puis enfin, donc avec cette incertitude qui est assez large, de 2,5 degrés environ, donc plus forte que pour le scénario à très faibles émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, le scénario le plus pessimiste, le SSP 585, avec une croissance économique rapide, mais très dépendante aux énergies fossiles. Et donc, les émissions de CO2 sont quasiment multipliées par 2,5
d'ici 2100. Alors ça, c'est pour vous proposer un petit résumé des différentes sources d'incertitudes liées au modèle. Donc déjà, ce dont je viens ce dont je viens de parler, hein, donc en vert, alors c'est un petit peu ancien, mais ça reste tout à fait pertinent. On pourrait faire les mêmes figures pour les dernières simulations. En vert, c'est l'incertitude qui est liée au choix du scénario. C'est-à-dire, bien sûr, comme on vient de le voir, hein, si on part sur un scénario à très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on va avoir un réchauffement qui est relativement faible, alors que si on part sur un scénario à très forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre, au contraire, les températures vont augmenter fortement. Et donc, c'est représenté par la partie en vert. Les modèles induisent aussi de l'incertitude, et donc c'est la partie en bleu. Et on a aussi ce qu'on appelle la variabilité interne, c'est-à-dire la variabilité spontanée du climat. Donc vous avez entendu peut-être parler du phénomène El Niño, qui est un réchauffement qui se produit tous les quelques années de façon assez irrégulière dans l'est du Pacifique tropical. Et lorsqu'on a un El Niño qui se produit, on a la température de la planète qui souvent va augmenter par rapport à l'année précédente de quelques dixièmes de degrés. Donc un coup de fièvre pour la température de la planète, et c'est représenté par la partie en orange. Donc vous voyez que vers les années 2000, 2010, 2020, donc le climat récent, en fait, forcément, vu que on est dans le passé, finalement, la partie scénario émissions de gaz à effet de serre, cette incertitude est extrêmement faible, hein, puisque les émissions sont connues. Si on commence à se projeter un tout petit peu vers le futur, même dès les années 2030-2040, la partie en bleu liée au modèle augmente un petit peu. Bon, la partie en orange, hein, ne change pas de taille, hein. El Niño sera toujours là, la variabilité spontanée du climat sera toujours là, donc ça n'évolue pas. Évidemment, plus on se projette dans le futur, plus l'incertitude liée au modèle et au scénario augmente. Et donc le poids de la variabilité aléatoire du climat devient vraiment très faible par rapport au reste. Alors maintenant, un transparent qui reprend quelque chose dont parlait Robert, alors je me permets quand même de le présenter rapidement, mais juste pour montrer la structure spatiale de ce dont il parlait, hein. Donc c'est un article qu'il a écrit, dont il a été auteur principal. En fait, ça vous montre ramener au réchauffement mondial le réchauffement des extrêmes chauds, donc de la température maximale la plus chaude observée chaque année, donc en été en fait pour nous, sur 1950-1920. 2022. Et vous voyez que, en fait, peut-être pas de chance, ou en tout cas, on ne comprend pas, comme l'a dit Robert, tout à fait pourquoi. Eh bien, c'est en grande partie l'Europe de l'Ouest, et plus particulièrement la France et une partie de l'Allemagne et le Benelux, où le réchauffement finalement de ces extrêmes chauds est extrêmement important. Donc, on est jusqu'à 4 fois le réchauffement mondial de la température moyenne. Donc des extrêmes chauds qui se réchauffent de l'ordre de 5 degrés quand le réchauffement mondial est de 1,2 degré. Donc comme l'indiquait Robert, les modèles peinent vraiment à représenter ça, hein, c'est ce qu'il a montré tout à l'heure. Et on ne comprend pas tout à fait pourquoi, voilà, c'est l'objet de recherche actuelle. Alors, autre élément, les modélisatrices et modélisateurs continuent à réfléchir au contenu de leur modèle. Notamment, on a des composantes manquantes. Alors ici, je vais prendre l'exemple cette fois-ci des calottes glaciaires, hein, donc les quelques kilomètres de glace sur le Groenland et l'Antarctique, donc qui déversent des icebergs, qui déchargent des icebergs de temps en temps, hein, calottes glaciaires que j'ai cerclées ici sur le graphe. Et en fait, c'est à la source d'incertitudes très importantes sur l'évolution future du niveau marin. Donc sur le graphe de gauche, ce que vous avez, c'est différentes évolutions du niveau marin. Donc ici, depuis 1950 jusqu'en 2100, donc on retrouve, hein, les différents scénarios SSP1, 2, 3, 5, voilà. Avec, bien sûr, plus le scénario a des émissions de gaz à effet de serre importantes, plus la hausse du niveau marin est importante, mais vous avez aussi la courbe en pointillé,
qui représente un scénario à faible probabilité, mais à fort impact, scénario à faible probabilité, mais pas tout à fait exclu, qui inclurait un processus d'instabilité des calottes, hein, c'est-à-dire une déstabilisation des calottes plus ou moins brutale, qui ferait que le niveau marin augmenterait fortement, pouvant dépasser 1,50 m en moyenne mondiale, mais ça peut être beaucoup plus sur certaines régions. Et donc, il faut bien voir que la contribution des calottes, pour le futur, c'est la source d'incertitude principale pour la hausse du niveau marin. Le reste, finalement, la contribution des glaciers présents dans différentes régions de la planète, dans les montagnes notamment, ça c'est limité à 30 cm de hausse du niveau marin. Le stock n'est pas plus important que ça. Mais le Groenland, à terme, ça peut être 7 mètres. Et une fonte totale du Groenland n'est pas totalement exclue d'ici quelques millénaires. L'Antarctique représente un stock d'eau qui est de l'ordre de 60 mètres. Par contre, heureusement, sa fonte est exclue et de toute façon se produirait sur des périodes de temps extrêmement longues. Mais voilà, si on veut estimer sur le très long terme la hausse du niveau marin, il faut absolument introduire les modèles de calotte dans les modèles de climat. Et on a aussi d'autres sujets, comme la prise en compte des permafrosts, les zones humides qui stockent 20 à 30 % du stock de carbone mondial, les feux de biomasse qui tendent à se multiplier. Et aussi, je vous ai parlé du cycle du carbone, mais on est en train de travailler en tant que communauté à la prise en compte du cycle du méthane, de l'azote, du phosphore, du fer et d'autres. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous dire quelques mots sur la modélisation climatique régionale. Donc cette fois-ci, une modélisation qui n'est active que sur une région d'intérêt sur laquelle on souhaite avoir un maillage plus fin. Jusque-là, je vous ai parlé de modélisation à l'échelle mondiale, mais à une échelle de 100 à 200 km. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à atteindre des échelles de l'ordre de 10 km. Donc ici, l'exemple représenté est sur l'Europe. En sachant que bien sûr, quand on a une maille de 100 ou 200 km, on n'est pas capable de voir en détail les évolutions climatiques sur un territoire, un pays comme la France. Et donc voilà, donc 10 km, le principe en fait est de partir de simulation mondiale du climat, d'avoir un domaine juste sur une partie qui nous intéresse, et d'alimenter ce modèle à air limité par des données fournies par le modèle mondial. Et dans la pratique, techniquement, on fournit ces données sur la verticale atmosphérique, tout autour de ce domaine, actuellement, nous, toutes les 6 heures. Et donc, c'est en grande partie ce modèle mondial qui va finalement donner le ton pour la modélisation climatique dans le domaine plus restreint. Alors, à partir de ce type de modèle, c'est l'idée notamment, c'est de développer des bases de données qui sont pertinentes pour la décision, comme notamment la base de données DRIAS 2020, que vous pouvez retrouver sur le site que j'indique ici en haut à droite. Alors, il faut savoir par contre que ces modèles, lorsqu'on récupère un ensemble de modèles de ce type sur l'Europe, ils ne sont pas parfaits, ils ont des biais, ils ont des biais statistiques. Et donc, on les corrige, on les ajuste. C'est ce qui est représenté ici, BC Bias Correction. Et donc, voilà, on a un ensemble de modèles. Pour DRIAS, on a utilisé 12 couples modèles mondiaux, modèles régionaux. Et donc, on représente ici sur le graphe en bas à gauche, selon les ordonnées, on représente le niveau de réchauffement atteint en fin de 21e siècle dans un scénario pessimiste pour chaque modèle. Et on positionne, selon l'axe horizontal des abscisses, le changement de précipitation pour chaque modèle. Et vous voyez qu'il y a une certaine variété. Vous voyez la petite croix verte, par exemple, IPSL CM5A RCA4. C'est un modèle qui augmente, qui fait beaucoup augmenter les précipitations, qui a un réchauffement, je dirais, moyen, plus de 3,5 degrés ici. Mais on a d'autres modèles donc, qui font augmenter beaucoup moins les précipitations. Tout à gauche, par exemple, le petit nœud papillon rose, et qui réchauffent un petit peu moins. D'autres réchauffent beaucoup et ont une évolution des précipitations qui est un peu plus moyenne. Donc c'est important, en fait, pour baser de la décision,
de prendre un ensemble de modèles suffisamment large pour bien évaluer les incertitudes. Et donc là, enfin, on a des modélisations qui sont plus fines aussi sur d'autres régions, alors parce que même avec des modèles à 10 km, on n'est pas capable, par exemple, de représenter des phénomènes aussi fins que l'îlot de chaleur urbain sur la région parisienne ou sur d'autres agglomérations. On n'est pas capable non plus de représenter les hétérogénéités de surface dans les régions de montagne. Donc, par exemple, ici, dans les Alpes, hein, on a des hautes montagnes qui sont recouvertes de neige ou de glaciers. On a des vallées verdoyantes, on a des rivières. Et évidemment, le climat n'est pas le même à haute altitude qu'au fond des vallées. Et on a des phénomènes aussi comme la grêle, donc qui sont issus d'orages qu'on n'est pas capable de représenter explicitement dans des modèles qui ont une maille de 100 km, parce qu'on n'est pas capable de représenter des gros nuages d'orage de façon explicite dans ce genre de modèle. Et donc ça permet aussi de représenter des événements de plus extrêmes, comme par exemple dans les Alpes maritimes, dans la vallée de la Vésubie en 2020. Et donc, ben, ce qu'on fait, nous, actuellement, c'est qu'on a un troisième étage de modélisation, c'est-à-dire qu'à partir du modèle de résolution 10 km, ici au milieu, là, on zoome encore plus sur une région plus petite. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le domaine Alpes 3, qui couvre une bonne partie de la France, l'Italie, une partie de l'Europe centrale, en tout cas l'essentiel de tout l'arc alpin. Donc c'est un domaine coordonné au plan européen que différents groupes de modélisation européens qui disposent de cette capacité de modélisation encore plus fine d'échelle kilométrique. Donc, ils vont utiliser ce domaine-là pour réaliser des simulations dans un cadre coordonné. Et donc, pour vous montrer la valeur ajoutée de ce type de modèle, de gauche à droite, en haut, donc ici, on a une représentation du cas d'un épisode de pluie intense du 30 au 31 octobre 2010, donc qui a touché notamment les Alpes-Maritimes. Tout à gauche, vous avez la modélisation mondiale, hein, CNRM Aladin à 150 km. Et donc, en barre de couleur, vous avez la représentation du cumul de précipitations sur 2 jours en millimètres. Vous voyez que, bon, certes, on a des valeurs qui atteignent 40 ou 50 millimètres de précipitation, mais on n'est pas du tout proche des observations qui sont tout à droite, qui indiquaient des cumuls par endroit de à peu près 200 millimètres sur cette période-là. Si on va de gauche à droite, donc on passe de 150 km à 50 km, là vous voyez, on arrive à 100 mm de précipitation à 50 km de résolution. Résolution encore plus fine, à 12 km, on zoome encore plus, on arrive à pratiquement 150 mm et assez bien placé sur le Var et les Alpes-Maritimes. Et, en utilisant les modèles de dernière génération, AROME, donc qui est une déclinaison climat du modèle utilisé au quotidien en prévision du temps par Météo France. Donc ici à 2,5 km de résolution, 1,3 km pour la prévision du temps. Là, on arrive à des cumuls qui sont réalistes, assez proches des observations, à peu près 200 mm. Bon, il n'y a pas tout à fait placé au bon endroit, mais en tout cas réaliste en termes d'intensité. Alors en bas, vous auriez dû avoir une, une simulation, un petit film, mais bon, ça ne fonctionne pas. Là, je suis en PDF sur ce PC, malheureusement. Mais vous auriez vu un nuage convectif, un gros nuage d'orage se développer dans cette maille voilà, et précipiter. Donc un dernier résultat donc, qui vous montre l'utilisation qu'on peut faire de ces modèles très fins. Vu qu'on a un domaine coordonné au plan européen, 13 simulations climatiques de résolution kilométrique ont pu être faites pour le scénario à fortes émissions de gaz à effet de serre RCP 8.5 sur ce domaine. Et donc, dans ce domaine de simulation, on a été capable, donc c'est une étude du CNRM, hein, de mon département, on a été capable de suivre les nuages d'orage simulés explicitement dans tous les modèles, et puis de regarder l'évolution de ces nuages d'orage. Et donc, ce qu'on a regardé notamment, on a regardé pour l'ensemble des événements de tous les nuages d'orage, on a regardé l'intensité. Alors, l'intensité augmente. On a aussi une augmentation de la surface impactée et du volume des nuages.
Par contre, on n'a pas eu de conclusion sur la fréquence de ces événements précipitants, leur durée, la vitesse, la sévérité. Si on regarde les événements les plus intenses, les plus forts, eh ben, on voit qu'on a une augmentation qui est robuste parmi les modèles de leur fréquence et de leur intensité, mais des événements qui sont moins durables. Alors c'est ce que vous voyez dans le graphe en dessous, en fait, hein. Donc vous voyez les différents symboles. Chaque symbole représente un modèle différent pour les différentes métriques, hein. Le nombre, on voit que le nombre augmente, hein, tout à gauche. Et puis on voit quand même on a des messages qui sont assez cohérents quand même selon les modèles. Mais encore une fois, on ne dira jamais assez, quelle que soit la résolution, on a quand même des incertitudes. On peut avoir des messages qui sont convergents, mais toujours avec une petite dose d'incertitude. Voilà, et pour finir, ben, je vous parle un tout petit peu du programme climat de France 2030, le programme TRAX, donc un programme de 8 ans avec 51 millions d'euros de financement, incluant 10 millions d'euros d'appel à projet. Donc en résumé, en fait, c'est dans ce projet, en fait, collectivement, au niveau de l'ensemble de la communauté de modélisation nationale, hein, IPSL, CNRM Cerfax et bien d'autres laboratoires, aussi l'IGE à Grenoble, on met toutes nos connaissances et nos savoir-faire en commun dans ce projet pour développer les meilleures approches de modélisation pour répondre au mieux aux besoins de services climatiques. Voilà, et puis fournir des données, hein, pour différents cadres, stratégie nationale bas carbone, le programme national d'adaptation au changement climatique, et aussi on alimente le Haut Conseil pour le climat, l'ONER, qui est un ministère. Bah, c'est aussi pour vous signaler que on a un appel à projet en cours, si ça peut vous intéresser. On est très intéressé pour dialoguer justement avec des utilisateurs de différents horizons. Donc, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 17 septembre. Ce sont des lettres d'intention très courtes à soumettre, un projet doté de 6 millions d'euros, avec 3 volets, donc évaluation des modèles de climat, mais aussi de manière très inclusive, des travaux autour de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité, un dialogue avec des différents utilisateurs, et puis aussi un troisième axe autour des interventions sur le climat. J'étais un petit peu long, je vous remercie de votre attention, et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, David. Et si vous le souhaitez, dans les documents qu'on renverra à l'ensemble des participants, on pourra inclure un lien ou des documents concernant l'appel à projet pour le TRAX. Alors, ce que je vous propose, on a une question dans le chat sur votre présentation elle-même, une personne qui a été absente à un moment. Peut-être que vous pourriez y répondre par écrit pendant la présentation de Théo. Sinon, on va prendre les questions plus générales concernant les modèles. Alors, je vais commencer par une question de Madame Cross. Quels sont les liens entre modèle climatique et modèle de prévision? Alors, je pense que ce qui est derrière, c'est modèle de prévision météorologique. Oui, alors en fait, à Météo France, euh, on, on a des représentations très proches en fait entre le modèle de prévision atmosphérique, Arpège global. On a aussi AROME, donc le modèle de prévision régionale du temps sur la France et sur différents territoires d'outre-mer. C'est très proche entre la prévision du temps et la modélisation climatique. Simplement, en climat, il y a des phénomènes qu'on va prendre en compte, mais pas en prévision du temps, parce qu'en climat, ils peuvent jouer sur le temps long, alors qu'ils ne vont pas avoir d'influence sur la météo. En météo aussi, euh, l'exercice est différent, c'est-à-dire qu'on réalise des ensembles de simulations, donc on a 50 prévisions météo en fait, quand on fait la prévision mondiale, et aussi on intègre des données sur l'état initial de la météo, qui vont être vraiment très très importantes pour la prévision météo, alors qu'en climat, en fait, on part de 1850 avec un état initial, mais au bout de quelques années ou quelques décennies, le modèle a en fait oublié son état initial, et ce qui va piloter finalement, c'est les gaz à effet de serre, etc. C'est ça qui va jouer sur le climat. Et donc voilà, donc la réponse est que pour nous, pour Météo France, en fait, les représentations sont extrêmement proches, hein. C'est le même pot commun. Pour d'autres laboratoires, ça peut être différent. Par exemple, l'IPSL, donc Robert Votard et l'IPSL, en fait, n'a pas de modèle de prévision météo, hein.
Météo France étant l'opérateur national qui fait la prévision du temps, ils ont simplement un modèle de climat développé juste pour le climat. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, sur la construction du modèle, vous avez présenté pour les modèles globaux le maillage par maille de 100 km. Une question de Julien B. Est-ce qu'une maille peut agir sur sa voisine ou sont-elles indépendantes? Alors, on a bien des modèles particuliers où effectivement les mailles n'interagissent pas avec leurs voisines. Alors, par exemple, les modèles de surface continentale, bah, c'est le cas, effectivement. Pour la plupart des processus représentés, il n'y a pas d'interaction entre les mailles. Par exemple, on suppose finalement que les interactions sur l'horizontale sont négligeables par rapport à ce qui se passe sur la verticale dans le modèle de surface, à l'exception de tout ce qui est écoulement des fleuves. Donc, dans notre système, en fait, on sort une partie de l'hydrologie de l'écoulement des fleuves, parce que par définition, l'écoulement des fleuves, là, ça s'écoule d'une maille à l'autre hein, pour aller jusqu'à l'océan. Donc là, il y a bien interaction. Alors par contre, pour les autres modèles, hein, pour l'atmosphère et pour l'océan, il faut vraiment représenter les courants horizontaux, représenter le Gulf Stream, représenter plein de boucles de courants. Euh, voilà, donc la plupart des temps, oui. La plupart du temps, oui, il y a c'est 3D, il y a des interactions sur horizontales. Je suis désolée parce que Zoom m'a encore sorti de la salle. Donc là, j'ai perdu tout l'historique des questions. Ah, Donc, il y j'en avait ai des une... questions. Ah, très bien. Je crois qu'il y avait une question sur la manière dont on évalue l'incertitude des modèles. Oui, alors bah, l'incertitude des modèles, en fait, ce qu'on peut faire, ce que j'ai un peu rapidement présenté tout à l'heure, c'est faire fonctionner les modèles dans un cadre strictement identique. Par exemple, ce qu'on fait, c'est que on double le CO2, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, alors soit progressivement, soit brutalement. Et c'est une expérience qui est très importante en modélisation climatique, notamment en amont des travaux du GIEC. On fait tous nos simulations exactement dans le même cadre pour voir quel est le niveau de réchauffement atteint à l'issue du doublement de CO2. Et là, bah, on peut avoir un certain nombre de surprises, hein. On peut voir que la dispersion reste importante entre les modèles. On peut avoir des modèles qui réchauffent pour un doublement de CO2 de 1,5 degré ou d'autres qui réchauffent beaucoup plus, jusqu'à 4 degrés, voire pratiquement 5 degrés pour une même augmentation de CO2. Et donc ça, c'est une façon d'évaluer l'incertitude, hein, ce cadre commun d'intercomparaison qui est très très important pour la communauté. Alors on peut l'évaluer pas seulement par rapport à une augmentation du CO2, hein, mais on peut regarder aussi finalement quelles sont les incertitudes, quelles sont les erreurs de modélisation dans le passé et comment elles se projettent dans le futur, et en déduire